Les Antifas ont une fois de plus pris pour cible un commentateur de droite, mais cette fois-ci à Québec. L'étape d'après, c'est quoi? C'est s'attaquer à ma personne physique? C'est quoi? C'est brûler mon logement? C'est m'assassiner? C'est quoi là l'étape de l'escalade de la violence dans laquelle ces gens-là sont? Et ce qui est fascinant avec ces milices bolcheviques, anarchistes, marxistes, c'est qu'ils se croient du côté du bien, du bon et du juste. Ils se croient légitimes parce qu'ils ne combattent pas un être humain, ils combattent pas un opposant politique, ils combattent le mal. Le jour de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec, le militant nationaliste et commentateur Alexandre Cormier-Denis s'est rendu à Québec pour participer à un événement qu'il avait lui-même organisé. Durant sa visite, son véhicule a été incendié et complètement détruit, dans ce qui semble être une attaque ciblée. Avant l'incident, des comptes liés aux Antifas auraient diffusé des appels à l'action sur les réseaux sociaux. Et ce n'était pas la première fois qu'Alexandre Cormier-Denis était pris pour cible. Seulement 2 mois plus tôt, des militants Antifa avaient encerclé son studio et assiégé son véhicule, l'empêchant de présenter son émission. Le journaliste de Radio-Canada, Olivier Arbourmas, était également présent sur les lieux ce jour-là. Sa présence laisse croire qu'il avait été informé à l'avance de cette opération visant non seulement à intimider, à censurer, mais également à doxer les informations de M. Alexandre Cormier-Denis. Pourtant, dans son reportage, il a semblé minimiser le danger potentiel que pouvaient représenter les Antifas, le tout financé par les contribuables. Antifa, contrairement à ce que laisse croire Trump, c'est pas une organisation structurée. C'est une mouvance née dans les années 1920 en Italie, en réaction à la montée au pouvoir de Benito Mussolini, considéré comme le père du fascisme. Depuis ce temps-là, l'antifascisme s'est répandu à travers le monde et s'oppose à tout ce qui pourrait mener à l'autoritarisme. J'ai écrit au SCRS, le Service canadien de renseignement de sécurité, pour savoir s'ils avaient des statistiques à ce sujet-là. On m'a répondu qu'il n'y a eu aucune attaque extrémiste violente au Canada depuis 2014 qui a été attribuée au mouvement antifasciste. Vous pouvez être en accord ou en désaccord avec Alexandre Cormier-Denis et ses opinions politiques, mais dans une société libre, les idées opposées doivent être confrontées par le débat et non par l'intimidation, la censure ou la violence. Comme l'a déjà déclaré Charlie Kirk, lorsque les gens cessent de se parler, c'est à ce moment-là que la violence commence. When people stop talking, really bad stuff starts. When marriages stop talking, divorce happens. When civilizations stop talking, civil war ensues. When you stop having a human connection with someone you disagree with, it becomes a lot easier to want to commit violence against that group. Interviewer quelqu'un ou couvrir un événement ne signifie pas que l'on approuve toutes les opinions de cette personne. Le rôle du journalisme est de présenter les faits, de poser des questions difficiles et de permettre au public de tirer ses propres conclusions. J'ai pris le temps de m'entretenir avec Alexandre Cormier-Denis au sujet de cette attaque, des événements qui l'ont précédé et de ce que cet incident révèle, selon lui, sur la violence politique au Québec. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire on donne pas de publicité à monsieur Cormier-Denis, c'est un suprémaciste blanc, c'est un raciste, c'est un ethno-nationaliste. Pouvez-vous nous dire, est-ce que vous êtes tout ça? Non, alors, premièrement, merci de me recevoir à votre émission, parce que je vois que ça semble très compliqué là pour les médias traditionnels au Québec de faire leur travail tout simplement de journaliste et de reporter simplement les faits. Là. Factuellement, ce qui s'est passé, c'est que mon auto a été incendiée, c'est un incendie criminel, et il y a eu des appels à l'action contre moi ce soir-là par des milices antifascistes, Québec antifasciste notamment. Donc ça, c'est juste les faits. Donc merci déjà de m'inviter pour parler de ça. Ensuite, sur les questions, sur les épithètes qu'on m'accole, non, moi je me réclame pas du suprémacisme blanc, je me réclame pas de quelque forme de fascisme que ce soit. Sur la question ethno-nationaliste, oui, moi c'est quelque chose que j'assume. Ce que je dis tout simplement, c'est que ce sont les peuples qui font les États, qui font les nations, et ce sont les peuples qui font les civilisations. Et si le Québec devient majoritairement c'est-à-dire que si la majorité canadienne-française devient une minorité au Québec, on va tout simplement changer de nation. On va changer de civilisation même, je dirais. Ce qui fait la culture majoritaire au Québec, c'est le peuple.
Et si on remplace les Canadiens français par des Somaliens, des Algériens ou des Maliens, on aura autre chose. Donc, le territoire va continuer de s'appeler le Québec, mais ce sera finalement une autre civilisation qui va être en place. Et vu ce qui se passe en Europe, vu ce qui se passe au Royaume-Uni, vu ce qui se passe même aux États-Unis, on voit que l'immigration massive, surtout extra-européenne, crée des tensions. Et moi, je veux éviter ça pour le Québec. Donc, ce que je veux, c'est finalement qu'on change les critères d'immigration au Québec. Je veux qu'on réduise l'immigration d'abord. Et dans un deuxième temps, je veux qu'on ait des critères d'immigration qui soient beaucoup plus précis et sélectifs. Donc, évidemment, parce que je défends cela, parce que je suis un homme de droite aussi, je suis attaqué, évidemment, par les groupuscules qui se nomment antifascistes, mais qui en fait sont des groupuscules d'extrême gauche, souvent anarchistes et marxistes, qui ont un projet de société finalement totalitaire, communiste ou en tout cas socialiste, et ils me voient comme un opposant politique. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'en prennent à moi, ils s'en prennent à mes proches. Hein, il y a toutes sortes d'articles qui sont sortis sur moi pour me doxer, entre guillemets, c'est-à-dire sortir des informations confidentielles, mais pas seulement sur ma personne, hein, sur ma famille proche. Ensuite, il y a un mois, en avril, ils sont débarqués à 40 miliciens masqués. Ils ont entouré mon véhicule pour m'empêcher de sortir de mon véhicule et m'empêcher d'accéder à mon studio pour que je ne fasse pas mon émission du jeudi soir hebdomadaire. Donc ça, c'était une première action. Ils sont débarqués à 40, ils ont collé des autocollants. Ils m'ont suivi ensuite jusqu'au poste de police où j'ai évidemment porté plainte. Il y a toujours une enquête qui est en cours à ce niveau-là. Et puis là, c'est l'escalade de la terreur, je dirais. J'ai fait un événement pour la Saint-Jean-Baptiste. C'est la fête nationale du Québec. C'est un peu normal de la célébrer quand on est un militant nationaliste québécois. Donc, comme à chaque année, j'ai fait un événement. Cette fois-ci, c'était à Québec. Et le groupe Québec antifasciste, à la mi-juin, a appelé à la vigilance et à l'action contre mon événement. Résultat des courses, mon véhicule a été incendié. Et c'est de façon criminelle. Là. On sait qu'il y a eu un accélérant qui a été utilisé, donc soit du kérosène ou finalement du pétrole qui a été mis sur le capot de la voiture pour la faire flammer. Et c'est une perte totale. Là. J'ai diffusé la photo sur les réseaux sociaux. C'est capote. Là. Il y a plus rien à faire. Et c'est très choquant en vérité. Je vais vous dire, moi-même je suis surpris. C'est-à-dire, je sais que les antifas me détestent. Je sais qu'ils m'ont doxé. Voilà, ils m'ont entouré. À plusieurs, je me suis dit qu'ils pourraient aller jusqu'à la violence physique contre ma personne, mais je pensais pas qu'ils iraient aussi loin qu'un incendie criminel sur une voiture. Donc moi-même, je suis assez surpris du niveau de violence qu'ils font à mon endroit. Vous savez, au niveau symbolique, là, brûler le bien de quelqu'un, déjà, dans le code criminel, c'est un maximum de 14 ans de prison, donc c'est extrêmement grave d'un point de vue du code criminel canadien. Mais autre part, d'un point de vue symbolique, l'étape d'après, c'est quoi? C'est s'attaquer à ma personne physique. C'est quoi? C'est brûler mon logement. C'est m'assassiner. C'est quoi, là, l'étape de l'escalade de la violence dans laquelle ces gens-là sont? Et ce qui est fascinant avec ces milices bolcheviques, anarchistes, marxistes, c'est qu'ils se croient du côté du bien, du bon et du juste. Ils se croient légitimes parce qu'ils ne combattent pas un être humain, ils combattent pas un opposant politique, ils combattent le mal. Ils combattent le mal. Et comment on combat le mal? On le combat par des moyens ultra radicaux de leur point de vue. Donc, ils sont prêts à aller très loin dans la violence politique, comme on vient de le voir. Il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk, évidemment. Aux États-Unis, tout le monde a ça en tête. Il y a des jeunes militants patriotes qui se font assassiner à coups de pied en France par la Jeune Garde, qui est la milice antifasciste d'un groupe d'un parti d'extrême gauche qui s'appelle la France Insoumise. Donc, il y a une radicalité, il y a une radicalisation même de la gauche extrême partout en Occident. Et on sait que l'extrême gauche est capable d'aller très loin dans la violence pour parvenir, soi-disant, à des objectifs politiques. Et j'ai l'impression il est possible qu'on retombe, qu'on soit en train, doucement, de rebasculer vers ce type de séquence historique où l'extrême gauche, comme elle voit qu'elle n'arrive pas à imposer ses thèmes au sein de la société par des moyens démocratiques, elle prenne des moyens extra-légaux au-delà du droit pour faire imposer son idéologie et terroriser ses opposants politiques. Et donc, même pour ces gens-là, Québec solidaire est trop à droite en vérité. Hein? C'est l'extension infinie du fascisme. Si vous êtes à la droite de Québec solidaire, vous êtes déjà dans le camp fasciste. Récemment, les groupes antifascistes ont fait un bilan de l'extrême droite au Québec. Ils y incluent la CAQ, la Coalition Avenir Québec et le Parti québécois. Le Parti québécois est un parti, soyons honnêtes, c'est un parti social-démocrate. OK? La CAQ est un parti centriste.
Madame Fréchette, l'actuelle première ministre du Québec, est une sorte de technocrate beige, centriste, molle. On est très loin de Mussolini quand même. Donc ces gens-là, ce sont un peu des fous furieux radicalisés. Ils sont dans une bulle idéologique marxisante où ils voient sans arrêt les années 30, là, la montée du fascisme, le retour du fascisme, et en fait ils s'imaginent une sorte de montée du fascisme imaginaire, alors qu'on a un banquier finalement qui vient de la Banque de Londres, technocrate à la tête du Canada Carney, qu'on a Christine Fréchette, la technocrate belge, à la tête du Québec. Il n'y a pas de montée du fascisme, ok? Est-ce que en Occident, oui, il y a une montée de la droite nationale et, on va dire, la remise en question de la sacro-sainte immigration massive? Ben oui, c'est sûr, hein? Après une cinquantaine, voire une centaine ou plus d'attentats terroristes en Europe, les Européens, à un moment donné, se posent des questions sur leur politique d'immigration. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une séquence fasciste. Et ça, la gauche veut pas l'accepter. Comme elle n'arrive pas finalement à imposer ses idées par la voie démocratique, parce que leur parti ne fonctionne pas, tout simplement, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se radicalisent dans la violence politique. Selon vous, de où provient cette radicalisation? Moi, j'ai comme l'impression que ça provient majoritairement du système scolaire, mais pensez-vous qu'il y a d'autres raisons en arrière qui expliquent cette radicalisation-là? Puis on le voit, là, c'est copié-collé dans tous les pays occidentaux, là. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est sûr qu'il y a comment je dirais, il y a une pénétration qui est très très forte de la part de l'extrême gauche dans l'université québécoise. Hein, si vous voulez finalement votre poste de professeur, ça fonctionne par cooptation. Donc en vérité, on a eu une vague, on va dire, à partir de la Révolution tranquille au Québec, à partir des années 60, les universités ont été un peu prises finalement par des gens de gauche, et il y a des départements qui se sont radicalisés, et finalement ils donnent des postes à qui? Ben ils donnent des postes avec des gens qui partagent leur même idéologie. Donc ça fonctionne par cooptation, et on se retrouve dans une situation idéologique au Québec où c'est pas mal la gauche, à tout le moins le centre-gauche, si c'est pas voire même la gauche radicale, qui domine certains départements dans les universités québécoises. Donc ça joue aussi. C'est-à-dire que passer par l'université, et moi je le sais parce que j'ai été à l'UQAM, qui est le centre, hein, qui est un peu le centre de l'extrême gauche universitaire québécoise en français en tout cas. Il y a Concordia un peu dans le monde anglophone. L'UQAM, c'est vraiment la matrice d'extrême gauche. Moi, j'ai vu ce que c'était. Et oui, c'est vrai, le marxisme est complètement banalisé. Donc, il y a le système scolaire, mais il y a aussi les médias. Parce que, en vérité, on est dans une ambiance médiatique très, très à gauche au Québec. Si on conteste cette hégémonie gauchiste sur n'importe quel sujet, sur les sujets sociétaux, sur les sujets identitaires, etc., on va évidemment tout de suite se faire coller le titre d'extrémiste, de fasciste ou de proto-fasciste, etc., etc. Donc oui, il y a une ambiance culturelle générale, ça vient de l'université, ça vient des médias, et qui comment je dirais, qui est complaisante, on va dire ça comme ça, avec l'extrême gauche. Hein? Mmh. Donc il y a une espèce de complaisance pour l'extrême gauche. Quand on est un radical d'extrême gauche, bon, mais finalement, c'est un peu sympathique, hein, c'est des grands idéaux. On voit ça comme pas très sérieux, sauf que finalement, ça débouche sur quoi? Sur de la violence politique. Donc, en vérité, il faut prendre ça très, très au sérieux. Et je veux dire, on n'a qu'à voir l'hystérie qui a causé une banderole à Shawinigan. Alors, on peut contester ce qui est écrit sur la banderole, c'est pas ça la question. Mais je veux dire, il n'y avait pas de violence politique. Par contre, ça fait le tour des médias. On en a parlé pendant je sais pas trop quoi, un mois, dans une espèce d'hystérie généralisée. Quand l'extrême gauche fait de la violence politique, ça fait même pas un entrefilet dans les médias. Pourquoi? Parce que c'est toléré. On vous a pas invité. On vous a pas invité, vous. Ben non, ben voilà, mais ne serait-ce que relater les faits, quoi, tout simplement. Je veux dire, évidemment, soyons honnêtes là. Il y a une enquête qui est en cours. Il y a des éléments. On sait que c'est criminel. Et au niveau factuel, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un appel à l'action de la part des groupes antifascistes. OK? Et résultat des courses, mon auto est brûlée. Donc, qui est l'individu ou les individus qui ont fait cet acte criminel? Bon, ben, j'espère vraiment que le SPVQ, le service de police de la Ville de Québec, va les trouver. Où sont les médias québécois? Qu'est-ce qui se passe en fait au Québec? OK? Il y a une soumission idéologique
au gauchisme structurel au Québec, qui est hallucinant, parce que moi, j'ai deux thèses. Ils n'en parlent pas par lâcheté, parce que ça détruit leur récit finalement médiatique. Finalement, il y a un danger de l'extrême droite, et que la gauche, elle est gentille. On a des types comme ça, Zanetti, qui nous dit la gauche, c'est l'amour, hein, le co-chef de Québec solidaire. Grande analyse politique. La gauche, c'est l'amour. Ouais. Staline, c'est l'amour. Mao, c'est l'amour. 90 millions de morts du communisme au 20e siècle, c'est l'amour. Mais c'est ça le problème avec d'ailleurs avec les communistes. C'est qu'ils vont vous envoyer au goulag, mais c'est pour votre bien, et c'est pour finalement la grande marche vers l'amour entre les peuples. Puis je pense que ça passe entre autres par s'assumer, là, dire comme oui, on est de gauche, puis la gauche c'est quoi? Ben la gauche c'est, pour résumer, un de mes amis dit la gauche c'est l'amour. C'est très philosophique, mais je pense que c'est vrai. C'est le partage, la générosité, l'empathie, l'écoute et puis la solidarité, tout le monde ensemble. Quel est le danger justement que les médias soit banalise, soit reste silencieux sur la violence de la gauche et ne pas rapporter justement les faits? Ouais, ça valide l'extrême gauche, ça valide la violence de l'extrême gauche. Parce que finalement, on va continuer, on va aller encore plus loin. Parce que finalement, il y a personne qui nous tape sur les doigts, personne n'est scandalisé, tout le monde trouve ça normal. Hein, l'extrême gauche est invitée, à Radio-Canada sans problème pour faire des petits balados. On déballe toute la propagande gauchiste finalement sur les ondes publiques. Mais évidemment, oh là là, s'il y a quelqu'un de droite, entre guillemets, il faut que ce soit un type bien centriste. Hein? Faut que ça soit de la droite très, très molle. Et puis là, on va peut-être vaguement lui donner la parole. Donc oui, moi, je pense que cette espèce de, cette tolérance et cette absence, finalement, de mise en lumière de cette radicalité, ça renforce la radicalité. Puisqu'en vérité, il se dit, on va continuer à y aller, finalement. On a l'appui du système. On n'est pas réprimé par le système politico-médiatique. Les politiciens disent rien. Donc, ça veut dire qu'ils approuvent, qu'ils ne disent mot consent. Et de l'autre côté, les médias, finalement, font pas tout un toin-toin. Alors qu'on va quand même inverser les choses. OK? Disons qu'il y ait, ça n'existe pas là, mais disons qu'il y ait un mouvement de droite radicale qui est appelé à passer à l'action, OK, contre un podcasteur de gauche, alors qu'il faisait un événement et que durant la soirée de son événement, son auto brûlait. Son auto était incendiée. Moi, je peux vous garantir que le lendemain matin, on aurait des unes au Québec sur la montée de la violence d'extrême droite, sur la montée des ligues fascistes, et tutti quanti, et la violence politique de la droite radicale, et à longueur de page. Mais quand c'est l'inverse, quand c'est l'extrême gauche qui appelle à l'action, et que c'est une voiture d'un type de droite qui est brûlée, c'est le silence radio. Pourquoi? Parce que ça ne concorde pas avec la mentalité, avec l'ambiance gauchiste des médias québécois. Et ça, je le dis aux gens. OK? On a des médias de masse qui sont en faillite. Mais c'est pas pour rien qu'ils sont en faillite, Madame Lavoie. C'est vous qui êtes allé révéler les prières de rue islamiques. On envoie 1,4 milliard à Radio-Canada par année. Ils sont pas foutus d'envoyer une équipe couvrir ça pendant tout le temps où on a eu des manifs islamistes à Montréal. C'est Rebel News qui a été capable de faire ça. Non, mais avec une équipe minimale, avec un budget qui n'a strictement rien à voir. C'est scandaleux, en vérité. C'est scandaleux. Et c'est pour ça qu'ils sont en pleine faillite. Ils ne survivent que parce que le gouvernement leur injecte un pognon de dingue. Eh ben, quelle est la réponse politique à ça? Ça va être de vouloir censurer les médias sociaux parce qu'ils sont en train de perdre le contrôle du narratif. Le système politico-médiatique est en train de s'effondrer, donc ils vont vouloir restreindre l'accès des gens aux réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit avec les lois finalement liberticides du gouvernement Carney, C8, C9, si je me trompe pas, C32 également. Ça n'arrête plus. Pourquoi la police ne fait absolument rien ou ne prend pas des mesures plus sévères pour la violence politique de la gauche? On dirait que ils minimisent alors que c'est là le vrai enjeu qu'on voit. La violence politique est en train d'augmenter non seulement à Montréal, mais là, on le voit, là, c'est en train de déborder dans les autres villes. Là, là c'est toujours compliqué quand on connaît pas exactement le dossier. C'est évident que parfois, on peut se dire qu'il y a du politique là-dedans, puisque finalement, pour monter dans les hiérarchies, faut plaire finalement
aux types qui sont au pouvoir au sein même de la police elle-même, hein, les nominations, par exemple, à Montréal de Fadi Daguerre, ça peut être considéré quand même comme une nomination politique avec des objectifs idéologiques. Donc, finalement, pour monter dans la hiérarchie, faut peut-être un peu se plier à la hiérarchie. Bon, ça, c'est une prédisposition qu'on peut avoir. Ensuite, il y a un autre problème. C'est-à-dire que même si on a des policiers, moi, je vais vous dire, je vais être très honnête avec vous, j'ai rencontré des sergents détectives et des gens de la police qui m'ont apparu, en tout cas, très compétents. OK? C'est pas ça la question. Le problème, c'est en haut aussi. C'est-à-dire que même si on a la police qui fait son travail, qui accumule les preuves, qui monte un dossier, ben, c'est pas eux qui font les charges, hein. Eux, ils s'en vont voir le procureur. Et le procureur de la couronne, c'est lui qui décide de porter les accusations ou pas. Bon. Donc, là aussi, on tombe dans une autre question. C'est la question des juges, c'est la question de l'idéologie qui anime ces gens-là. Évidemment, la fiction, finalement, des démocraties libérales, c'est de dire que tout ce beau monde-là est neutre, hein, et qu'il y a un cloisonnement entre le politique et le judiciaire, ce sont des choses qui ne devraient pas se parler. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, voilà, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça. On a eu des commissions d'enquête au Québec où on savait que, finalement, si vous donniez au bon parti politique qui était en place, vous alliez être nommé juge. Et si vous ne donniez pas au bon parti, ben, vous alliez pas être nommé malgré vos compétences. Donc, voilà. Et la réalité est plus complexe que ça. Mais tout ça pour dire qu'en effet, il y a une ambiance culturelle, il y a la politisation de la police, je trouve peut-être particulièrement à Montréal. Il y a finalement la question des juges, des procureurs. Donc vous voyez, donc il y a plusieurs couches d'analyse qu'on peut faire à travers tout ça. Moi, je peux vous dire quand même que dépendamment à qui on parle dans la police, il y a des gens qui ont l'air de prendre ça plus ou moins au sérieux. Et j'ai trouvé des gens très compétents, qui me sont apparus très compétents, et d'autres quand même un peu moins. Moi, j'ai pas de réponse à tout ça, mais en tout cas, ça vaut la peine de creuser, ça vaut la peine de taper sur le clou, parce que ces gens-là sont censés nous être redevables. Hein. C'est pas nous qui sommes redevables à ces gens-là, c'est les institutions qui nous sont redevables à nous, la population. Ok? Et donc, c'est eux qui doivent répondre aux questions qu'on a, et c'est pour ça que je considère que peu importe les différences idéologiques qu'on peut avoir, il faut qu'il y ait une sorte de galaxie, une sorte d'environnement médiatique alternatif au Québec pour pallier au manque des médias de masse. Et ce que fait Rebel News a totalement son utilité. On l'a vu dans la dernière séquence médiatique des dernières années avec la question par exemple des prières de rue. Ça a été, votre travail est extrêmement utile. Parce que ça a amené finalement, ça a forcé la classe politique à se positionner sur le sujet. Hein. Faut être très clair. Je veux dire, la CAQ a quand même fait une loi contre les prières de rue. Ben, je suis désolé, c'est à cause des reportages d'Alexandra Lavoie. C'est ça la vérité. Ok, personne osera le dire publiquement là. Il y a seulement moi qui ose le dire, mais c'est ça la vérité. Tout le monde le sait. Donc, vous voyez, on a une utilité publique. Il faut réseauter. Évidemment, on a différentes sensibilités. Certains vont être un peu plus nationalistes, d'autres un peu plus libertariens, d'autres un peu plus libéraux, d'autres un peu plus des conservateurs sociaux. OK? Mais malgré tout, vu l'ambiance de l'hégémonie culturelle gauchiste qu'il y a au Québec, on n'a pas le choix de se parler minimalement et on n'a pas le choix de se relayer pour faire émerger la vérité, tout simplement. Honnêtement, les médias, non seulement les médias, mais les politiciens devraient dénoncer cette escalade de la violence. Parce que là, après m'avoir... Là, c'est juste mon cas, mais comme vous dites, c'est pas juste mon petit cas à moi. C'est-à-dire qu'on voit que il y a une montée, finalement, de la radicalisation. Vous savez, il y a des sites, par exemple, peut-être que votre auditoire connaît pas ça, ça s'appelle Montréal Contre-Info. Montréal Contre-Info, c'est un site anarchiste et marxiste qui recense les actes de violence contre des compagnies ou des individus qu'ils considèrent comme étant problématiques. Donc, c'est littéralement la justification d'actes criminels, OK? Du vandalisme, des incendies d'auto, notamment, etc., etc. Et tout ça est jamais dénoncé par la classe politique. Personne ne parle jamais de ce militantisme violent de l'extrême gauche. Personne n'ose parler des antifas, si ce n'est pour en faire finalement un portrait dithyrambique à Radio-Canada. Hein. Moi, je rappelle que quand j'ai été attaqué par une quarantaine de miliciens d'extrême gauche, il y avait un journaliste de Radio-Canada qui était avec eux. Un journaliste, le journaliste de RAD, Olivier Arbour en masse, qui était là avec eux et qui m'a interviewé comme ça à travers ma fenêtre en faisant mon procès. Hein. Il n'était pas en train de poser la question aux gars d'extrême gauche qui cognaient mon auto et qui mettaient des autocollants et qui m'empêchaient de sortir. Oui, pourquoi vous faites ça? Non, c'était mon procès à moi.
OK? Et d'ailleurs, il va sans doute sortir un reportage complètement à charge sur ma personne en valorisant le travail des antifascistes. Donc, des prétendus antifascistes qui, en vérité, sont des ministres communistes et bolcheviques. Hein? Je rappelle que le mur de Berlin, son nom officiel, c'était le mur antifasciste. OK? L'antifascisme a toujours été le masque de la militance d'extrême gauche, que ce soit les communistes ou les anarchistes. Donc, bref, ces gens-là vivent dans l'impunité totale, et moi, je dis l'impunité doit cesser. Ça doit cesser. On doit cesser d'avoir peur, OK, que ces gens-là, parce que je pense aussi qu'il y a de ça, hein, je vais être très honnête avec vous, je pense que si les gens veulent pas parler de la violence d'extrême gauche, c'est pour ne pas subir cette violence d'extrême gauche. Ils ne veulent pas la subir, donc ils sont lâches, il y a une lâcheté des médias, et en plus, il y a une forme de complaisance idéologique. Ce sont les deux facteurs, selon moi, qui expliquent cette espèce de mutisme face à cette radicalité d'extrême gauche qui mène à la violence, en vérité. Si vous le pouvez, allez sur stopponantifa.com parce qu'à Rebel News, nous pensons que Antifa devrait être désigné comme une organisation terroriste. Il mène la terreur dans nos rues et c'est le temps que nos gouvernements fassent quelque chose. Donc, allez signer stopponantifa.com dès maintenant.